Bonsoir. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Flavie Després. Je suis la directrice éditoriale d'un média qui est dédié à l'intérêt général et qui s'appelle Care News. Et je vois depuis 2 jours, quelques signes très forts. Assez égoïstement, j'ai envie de vous dire qu'on confie la plénière de clôture à Care News. C'est un bon signe pour les rassemblements et les synergies entre les questions d'intérêt général, de RSE et d'économie durable. Et plus encore, voilà, c'est un salon qui grandit chaque année, où il y a encore plus de visiteurs et qui se professionnalise. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ce secteur. Donc, nous avons la chance d'avoir des intervenants de qualité pour cette table ronde, qui est un sujet qui est extrêmement vaste, les 1001 visages de l'engagement. Donc, on va essayer d'y répondre à des niveaux différents. Qu'est-ce que c'est que l'engagement pour la société, à l'échelle individuelle? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour s'engager et pour transmettre toutes ces notions de solidarité et de lien? Je vais vous présenter mes intervenants, mais je pense que vous les connaissez, déjà. Donc, on ne présente pas notre haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, Christophe Itier, qui nous fait l'honneur d'être ici et qui conclura notre débat. Monsieur Préaubert, vous avez fondé Sycomore, qui est une société d'asset management, dans lequel, moi, ce que j'ai retenu, et c'est ce qui fait vraiment ce qui fait sens, vous allez nous raconter votre expérience et votre entreprise, mais c'est que quand vous choisissez comment vous investissez dans des entreprises, vous prenez en compte un critère extra-financier. Donc pour vous, la valeur d'une entreprise dépasse la simple notion de la métrique financière. Et non seulement c'est innovant, mais en plus vraiment, vous avez construit, vous nous raconterez une fondation et comment toute votre entreprise est imprégnée. Frédéric, alors je suis très contente parce qu'on ne se voit pas assez, mais Frédéric est journaliste. Et c'est une journaliste engagée. Et nous sommes donc les 2 journalistes engagés, les 2 femmes de cette table. Et Frédéric, donc, elle a une vision des médias, elle leur trouve une responsabilité, et je suis bien sûr d'accord avec toi. Et elle a, je vais dire surtout, mais aussi, monté une ONG qui s'appelle le Projet Imagine, et qui a pour but de diffuser du contenu positif. Il y a beaucoup de films. Voilà, donc Frédéric vous racontera, mais elle est multicasquette, elle est engagée pour la cause des femmes, et elle a un très joli credo il faut rendre visibles les invisibles. Donc voilà, ça c'est la mission qu'elle s'est donnée. Ensuite, nous avons Emery Jacquia. Si vous avez fait 2 jours de Produra, vous êtes obligé de l'avoir croisé à un moment ou un autre. Il a gagné hier le coup de cœur du prix RSM avec son opération anti-Black Friday qui va être au cœur de cette table ronde. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je fais juste un petit teasing. Et il préside, vous dirigez la CAMIF, qui est l'une des premières entreprises à mission de France. Et en ce moment, dans l'actualité, on sait que c'est une question centrale, donc vous pourrez nous partager votre expérience. Et pile à ma gauche, Monsieur Kloboukov. Alors, vous avez une vision sur le secteur d'un engagement de longue date parce que votre société a 25 ans. Voilà, et vous vendez de manière responsable des produits responsables. Et je pense qu'il y a 25 ans, autant aujourd'hui vous êtes parfaitement dans le cadre, au sein de ProDurable, etc. Mais je pense qu'il y a 25 ans, vous deviez un peu être un ovni quand vous avez monté un business plan de responsabilité. Alors, pour commencer, moi, je vais vous poser une petite question parce que c'est une table ronde, les 1001 visages de l'engagement. Et l'engagement, c'est vous, c'est moi aussi un peu. Et donc, qu'est-ce que c'est pour vous que l'engagement? Une petite réponse rapide, pour nous lier tous ensemble. Et ensuite, on commencera des questions un petit peu plus techniques autour de vos expériences. Frédéric, on te laisse commencer. Ok, bonsoir à tous. Alors moi, ce que je me dis tout de suite quand je pense au mot engagement, je pense au mot risque. Et ça veut dire qu'il faut pouvoir identifier quelles sont les causes qui méritent de prendre le risque de s'engager.
Et parce que finalement, c'est toujours un risque d'essayer de faire plus, d'essayer de faire autrement, d'ouvrir donc des nouvelles brèches, repousser des limites, parce qu'on a l'intuition que peut-être ça peut amener un progrès. Et donc c'est prendre ce risque qui fait qu'on a une vision qui va au-delà de son destin individuel pour véritablement embrasser une cause de solidarité. Et du coup, c'est une super aventure. Merci beaucoup, Frédéric. Monsieur le Haut-Commissaire, pour vous... C'est travailler à la fin, donc... ah oui, non, mais on vous a piégé, vous êtes sur scène maintenant, c'est fini. Bon, donc, du coup, j'ai pas du tout réfléchi j'ai même pas écouté la question, non, je plaisante. Parce que ma conclusion est déjà préparée, en fait. Non, mais enfin, l'engagement, d'abord, ce qui est réjouissant aujourd'hui, c'est qu'elle prend des formes différentes. Quand on pense engagement, on pense bénévolat, on pense association, voire économie sociale et solidaire. Et ce qui est réjouissant aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un trend extrêmement profond dans la société où du citoyen aux entreprises, aux services publics, qui sont aussi des engagés au service de tous. Et pour moi, l'engagement, c'est servir l'intérêt général. C'est c'est servir une cause qui est, je vais dire des choses extrêmement banales, mais c'est de servir une cause qui nous dépasse et qui concerne chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûre que ça soit si banal que ça, en fait, parce que tant que ce n'est pas généralisé, je ne sais pas si on peut le considérer comme une banalité. Alors, Emery, vous avez le micro à la main. Je pense que... Alors, pour vous, l'engagement moi, je dirais que l'engagement, c'est avoir l'audace de mettre en cohérence ses valeurs avec son projet de vie ou son projet professionnel. Je fais une réponse courte. Hein. Ah, mais non, mais très voilà, très bien. Et vous, donc, vous pouvez pas contredire Emery parce que c'est ce que vous avez fait de votre vie. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette notion d'engagement ? Oui, effectivement, il y a l'audace et le risque, bien sûr, mais pour moi, l'engagement, c'est placer un cadre de référence obligatoire au-dessus de la performance économique. Alors ça, en général, quand on dit ça, on n'y croit pas. Mais effectivement, si on accepte l'idée que l'économie peut servir l'intérêt général, on peut définir dans ce qu'on a comme référentiel à travers ses activités des engagements qui portent un intérêt commun. Et donc, ça devient la performance économique, une contrainte au service d'un objectif plus noble. Donc, pour moi, c'est ça, c'est le mettre au-dessus de la performance économique et de faire l'économie à l'intérieur de ce cadre de référence. Merci. La transition est toute trouvée vers la finance. Votre engagement, donc, il est à travers votre entreprise, mais vous le visualisez comment, si on prend un peu de... Voilà, peut-être pas en une phrase, parce que c'était vraiment un défi, mais en quelques mots. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si l'engagement est souvent associé à la finance. En tout cas, ce n'était pas vraiment le cas il y a un certain nombre d'années. Nous, ce qui nous différencie pas de tout le monde, mais d'un certain nombre de nos concurrents chez Sycomore, c'est que comme tout le monde, nous sommes là, et je ne vais pas tenir ce soir un discours différent de ce que je dis le matin à 8h à nos clients investisseurs. Nous avons une action qui doit conduire à la performance, et ça, c'est indispensable. Mais l'engagement nous permet la chose suivante. Nous considérons qu'on est investisseur ou on est asset owner ou on est entreprise cotée, c'est-à-dire tout un écosystème. On peut avoir une vision qui dépasse simplement les chiffres et simplement l'activité économique. Donc nous, ce que l'on pense sur l'engagement, et je m'arrêterai là, c'est que bien évidemment, en tant que citoyen, chacun doit ou peut s'engager, et c'est très important. Mais l'engagement ne doit pas rester uniquement, à titre personnel, ne doit pas rester aux mains uniquement soit des pouvoirs publics, soit des ONG, soit des think tanks spécialisés. Il doit être pratiqué par tout le monde. Et nous, en tant qu'investisseurs, et c'est de ça dont je parlerai aujourd'hui, parce qu'on peut avoir chacun des engagements personnels, et c'est très bien, mais je parlerai ce soir de ce que l'on fait en tant qu'investisseur responsable pour concilier sens et performance. Merci beaucoup. Alors, avant que je n'oublie, parce que je devais le faire avant et je pense qu'on va me tirer les oreilles, il y aura un temps de questions à la fin, de questions, d'échanges, parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à partager. Et il y a une application Bicast que vous devez donc maîtriser depuis 48 heures et qui sert à recenser vos questions qu'on posera à la fin à nos intervenants.
Donc on va pouvoir entrer dans le dur de cette table ronde qui va être très riche et on va essayer de partir d'une vision très globale à l'échelle de la société, et en ce moment on sent les choses changer, pas assez certainement, mais voilà, que ça soit politique, économique, il y a quand même des signaux aux médias, Frédéric en parlera, il y a des signaux très forts pour descendre ensuite sur l'entreprise qui est un acteur voilà, crucial de la société, puis vers l'échelle individuelle. Donc à l'échelle de la société, il y a en ce moment donc il y a le mode de consommation, il y a l'ambiance, on parle voilà, d'engagement, de bienveillance, de durabilité. Donc il y a tout un climat qui pousse quand même à l'engagement, et particulièrement sur les médias. Je vais demander à Frédéric de donner son point de vue parce qu'elle a vraiment... alors déjà, elle m'a appris quelque chose, c'est qu'il y a une moyenne, on passe entre 3 et 5 heures par jour devant sa télé. Alors, n'ayant pas de télé, je suis incapable de voir. Mais bon, moi j'ai un téléphone, ce qui est pire. Mais voilà, donc il y a quand même une responsabilité des médias parce que c'est un temps quotidien extrêmement important. Donc Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu vois les choses ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est nombreux à se dire qu'on a envie de changer le monde, de participer à un progrès de l'humanité, et voilà. Et en fait, peu de gens ont compris que le rôle des médias est central. Et c'est central parce que c'est le gros micro, parce qu'effectivement, la moyenne mondiale de visionnage de la télévision par jour se situe entre 3h30 et 5h, donc ça dépend des pays. Et évidemment, vous ajoutez à cela le temps que vous passez sur votre ordi, sur vos téléphones, etc. Et sur ces nouveaux modes de visionnage, vous regardez, là encore, beaucoup de productions qui ont été faites de façon classique par le domaine télévisé. Donc il y a une responsabilité sur les messages que l'on diffuse, c'est-à-dire que le développement des moyens technologiques, c'est génial parce que ce sont des fenêtres sur le monde, ça peut nous cultiver, nous informer. Donc ce sont des outils super intéressants. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, et c'est ce que j'ai fait en 2008, moi j'ai fait toute ma carrière à la télévision, donc j'ai commencé à New York, après à Londres, donc j'ai travaillé dans le monde entier. Et donc c'est vraiment le média dans lequel je sévis depuis toutes ces années. Et en 2008, d'un coup, j'ai réalisé que cet outil très intéressant est devenu de plus en plus au service d'images toujours plus violentes et d'une façon de décrypter le monde qui est toujours plus anxiogène. Et donc ça pose un vrai souci parce que vu l'influence que ça représente, parce que c'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, eh bien on a une vision du monde qui est caricaturale, qui est déformée et qui nous amène peu à peu à désespérer justement de ce monde. Et surtout, eh bien, ça diffuse à grande échelle la peur dans les cœurs. Et ça, c'est terrible parce que la peur, c'est la pire des conseillères. C'est véritablement ce qui amène finalement le repli sur soi, ce qui amène la stigmatisation de l'autre, surtout celui qui est différent. C'est ce qui fait qu'on va chercher des boucs émissaires. Et puis, in fine, on va bâtir des murs qui nous séparent. Et c'est le phénomène que l'on observe aujourd'hui dans le monde et de façon physique maintenant. Et donc moi, c'est vrai que quand j'ai réalisé ça, ça m'a posé une question existentielle, puisque mon métier, c'est de travailler dans un secteur donc, qui diffuse la peur à grande échelle. Et là, au même moment, j'ai toute l'histoire de mon enfance qui remontait à la surface, une enfance dont j'avais jamais parlé pendant toutes ces années de médias, une enfance un peu particulière, puisque j'ai eu la grande chance d'être élevée dans le nord de la France, dans l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing, pour ceux qui connaissent, par un couple extraordinaire qui s'appelle Marie-Thérèse et Michel, des gens tout simples, pas de fortune personnelle, mais juste un cœur immense, qui ont adopté une vingtaine d'enfants venus du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables. Donc des enfants pour lesquels, en gros, c'était déjà foutu. La société les avait condamnés parce que trop traumatisés par des parcours de vie chaotiques, trop lourdement handicapés, trop ceci, trop cela. En tout cas, en gros, pour cela, c'était foutu. Et chaque fois que mes parents se sont retrouvés sur le chemin d'un enfant dans cette situation complexe, ils avaient le cœur déchiré, ils se disaient on ne peut pas laisser de côté, on le prend. Et c'est comme ça que petit à petit, la famille a agrandi. Et donc, évidemment, quand on a vécu ce type d'enfance, ça laisse des traces très fortes. Et surtout, eh bien, ce que ça apprend, c'est que c'est jamais trop tard, tout reste toujours possible et c'est dans nos mains. C'est véritablement comprendre que le monde, c'est nous. Le monde est à notre image. Et donc, si nous rêvons d'un monde meilleur, eh ben, c'est à nous de le bâtir. Et ça ne pourra pas se faire sans nous. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle à réaliser parce que ça donne d'un coup de la substance, ça donne corps à notre espérance. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le bon sentiment, dans la philosophie, gna gna gna. On est dans du concret. C'est-à-dire que le monde peut changer parce que je m'y mets.
c'est génial, ah, j'adore. Et donc d'un coup, je me suis dit, mais en fait, des gens comme mes parents, ce sont des héros, mais des héros de l'ombre, dont personne ne parle, et des héros humbles, parce qu'ils n'ont pas fait ça pour la gloire, la lumière, c'est pas du tout leur délire. Et je me suis dit, des hommes et des femmes de cette trempe, il y en a partout dans le monde. Ils n'ont pas tous adopté 20 mômes, mais ils s'attaquent à des problématiques bien concrètes, et ils ont décidé de remonter les manches et d'agir. Et quand on découvre le parcours de ces hommes et de ces femmes, eh bien non seulement on est complètement bluffé, mais surtout on est bouleversé dans nos cœurs et dans nos tripes, parce que ce que l'on voit, eh bien, c'est des vies transformées, des destins qui ont été sauvés. Et ça vient nous toucher. Et dans un effet miroir très puissant, puisque ces hommes et ces femmes nous ressemblent, ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, ils n'ont pas le cerveau d'Einstein, c'est des hommes et des femmes entre guillemets normaux, même si je crois pas du tout à la normalité. Eh bien, d'un coup, il y a cet effet miroir qui fait qu'on comprend que, mais qu'est-ce que moi je peux faire ? Ça nous donne envie de nous lever de notre fauteuil à notre tour. Et là, c'est ça, faire du journalisme utile. C'est faire du journalisme qui donne effectivement l'envie de s'engager à celui qui regarde. Donc c'est un appel citoyen. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de quitter les médias traditionnels, donc en juin 2008, pour créer une ONG d'information. Et vous pensez bien que voilà, c'est simple, on est les seuls au monde. Hein. Mais rien que ce vocable, ONG d'information, est déjà très fort en termes de positionnement. Ça veut dire quand même, ça questionne la question de l'indépendance du journalisme. On ne peut pas traiter l'information comme étant un produit comme un autre. Or, c'est quand même un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, la façon dont les médias sont financés amène à cela. Et donc amène au sensationnalisme, à la caricature, etc. Et donc, il y a une responsabilité. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Et donc, le projet Imagine fait des films qui répondent tous à une seule ligne éditoriale qui consiste à faire du journalisme mais avec espérance. Et ça fait la différence. Et ça ne veut pas dire faire le journaliste des bisounours ou le journaliste de bonnes nouvelles, surtout pas. Ça veut dire au contraire regarder les problèmes bien en face, comme le font nos héros, essayer de creuser les sujets, parce que la caricature nous humilie tous. Et une fois qu'on a bien saisi quels sont les enjeux, et bien se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, tous ensemble, pour remédier à la situation. Et donc, c'est dans le monde entier, on fait ces portraits de héros qui nous permettent d'être au service de toutes les causes. Nous parlons de choses humanitaires, sociales, environnementales, biodiversité, tout, en gros, ce qui peut nous permettre d'améliorer le monde. Et on fait aussi des grands films sur des sujets de société, comme le film des femmes et des hommes qui traite de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde, par exemple. Donc voilà comment... l'idée, c'est chacun... là où on est, avec nos compétences, comment on peut se positionner et agir pour faire progresser le monde. Ce qui veut dire qu'on n'est pas tous faits pour tout abandonner, faire Mère Teresa dans un bidonville. Voilà, c'est ça que je trouve très intéressant. Merci beaucoup, Frédéric, pour voilà. ce discours très inspirant. Alors, au niveau des médias, bon, tu prêches une convaincue, tu imagines. Donc, on a un regard sur la société, donc on a effectivement cette responsabilité. Mais je pense qu'il y a aussi de manière ambiante en termes de... je voudrais demander à Charles son expérience, parce que quand vous avez monté Léa Nature, et en plus vous êtes aussi impliqué dans l'ONG One Person for the Planet, comment est-ce que vous avez vu, vous, avec un peu de hauteur et de recul, changer les choses sur le terme d'engagement, sur le fait que ça se diffuse maintenant à plusieurs échelles ? Au début, effectivement, de l'aventure, le fait de prétendre à faire une entreprise qui aurait des impacts positifs en termes de santé ou d'environnement, vous pouvez passer pour un charlatan. Voilà. Bon, le bio ou la bio, entre guillemets, était à l'époque plutôt considéré comme un phénomène de mode, et l'engagement était plutôt, entre guillemets, un enduit de surface marketing. Voilà, donc... finalement, il a fallu accepter de faire une démarche assez empirique, assez inspirée par les initiatives d'autres entrepreneurs, et de vouloir collecter des bonnes idées, des petites idées qui ont permis de dire, à partir du moment où on a fait le choix de faire des produits bio et naturels bénéfiques pour la santé, respectueux de la biodiversité, essayons de le faire dans un cadre de référence cohérent. Donc, du coup, ça a généré la création, par exemple, d'un siège complètement éco-conçu à Ossature-Bois, avec des choix complètement atypiques, comme le puits canadien, au lieu de la climatisation, pour pondérer les variations de température des zones de stockage.
évidemment des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, des écomatériaux à tous les niveaux, des éclairages basse luminescence, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Supprimer, au début on a fait comme tout le monde, on a mis des bonbonnes d'ailleurs Nestlé en plastique, et puis rapidement on s'est rendu compte que c'était une erreur, donc on les a remplacés par des systèmes de filtration à particules pour réutiliser et purifier l'eau locale. Et puis je crois que ça a été un cheminement comme ça très progressif. Je voudrais souligner quand même qu'on est dans un modèle d'économie assez traditionnel, assez guerrière, issu quand même aussi d'une volonté expansionniste, issue du recyclage de certaines industries qui datent de la dernière guerre mondiale, et qu'on a une société qui est quand même l'idée par... encore aujourd'hui par une majorité d'hommes dont je fais partie. Et je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans la salle, parce que je crois beaucoup à l'émergence de la pensée féminine dans un monde plus tourné vers la coopération que vers la confrontation. Et j'étais, moi, très inspiré et très influencé par un certain nombre de femmes et de belles âmes, justement, pour prendre des initiatives inattendues, que moi-même je jugeais un petit peu contradictoire avec la performance économique au départ. Donc effectivement, le fait d'investir sur des sujets de long terme qui n'avaient pas de lien avec la performance économique pouvait être étrange. Mais finalement, ce se sont avérés souvent des choix justifiés et des choix payants sur le long terme. Alors il faut accepter effectivement que le retour sur investissement ne soit pas immédiat. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu effectivement la volonté, une fois qu'on a défini un cadre de référence, d'essayer de l'appliquer dans le transport, dans le développement de services, dans les véhicules hybrides pour les commerciaux. D'essayer de chercher la plus grande cohérence. Alors à chaque fois, ça coûtait un petit peu plus cher, mais à chaque fois qu'on posait l'équation à long terme, finalement, on se rendait compte qu'elle pouvait être gagnante. Ça s'est traduit également par la création d'une fondation. En fait, quand un entrepreneur réussit, souvent on entreprend parce qu'on est en soif de liberté, d'initiative, quelquefois de quête de sens, mais cette quête de sens, elle devient plus profonde une fois qu'on a atteint une sorte de plafond matériel et qu'on a atteint des objectifs quantitatifs qu'on s'était fixés au départ, ou qu'on a dépassé le modèle effectivement qu'on voulait atteindre. Et effectivement, là, je me suis rendu compte que mon envie d'entrepreneur, elle était plus liée à la performance économique, elle était liée à une nouvelle quête de sens. Donc la fondation a traduit l'objectif de travailler sur un axe de sensibilisation entre la santé et la nature. Donc on a pris un certain nombre d'initiatives, on a fait des campagnes de sensibilisation dès 2007 sur la disparition de l'abeille, sur les OGM, sur les pesticides, sur ce qu'on retrouvait d'ailleurs comme résidus chimiques dans les placentas des bébés une fois qu'on les sortait de ventre des mamans. Des choses quelquefois un petit peu alarmantes, mais aujourd'hui cette pensée montante, ces non-dits finalement qui étaient un petit peu cachés à la vue de tout le monde, sont devenus vraiment des facteurs de prise de conscience qui nous ont aidés à nous élever un petit peu. Et donc en 2011, ou plutôt ça devait être un petit peu avant, en 2009, lorsque j'ai rencontré Yvon Chouinard chez Yann Arthus Bertrand, pas très loin d'ici, qui avait créé cet impôt volontaire de 1% pour la planète. Lui, en fait, avait créé une entreprise de outdoor, donc de vêtements et de matériel d'escalade pour le surf, etc., pour un tas d'activités, avec l'objectif de faire des choses durables, du recyclage. Donc il a été le premier à mettre en place des anoraks faits à partir de bouteilles d'eau recyclées, des choses comme ça. Et il a voulu, en voyant les milieux naturels se dégrader au fur et à mesure de ses expéditions dans la nature, contribuer à son maintien. Et donc il a commencé par proposer finalement à ses actionnaires de mettre 10% du bénéfice au service des ONG, des associations locales, pour aider à restaurer, faire de la pédagogie, faire de la prévention sur le terrain. Et puis, un jour, il est allé jusqu'à 1% du chiffre d'affaires. Et ce mouvement qui est né en Amérique du Nord est arrivé en France depuis quelques années. Il m'a proposé d'en prendre la présidence en France. On a créé un fonds de dotation. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas toutes les citer, mais je peux vous dire qu'il y a 150 entreprises qui appartiennent à ce mouvement en France, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Nous sommes de plus en plus nombreux. Ça a été beaucoup des professions libérales, des TPE, des PME,
PME, des gens dont le capital de l'entreprise est leur propre patrimoine et qui sont capables de décider tout seuls sans faire, sans demander la permission à des actionnaires financiers. Et donc, c'est devenu un vrai mouvement où on dit effectivement la protection de la nature, la protection de la planète, c'est pas le fait uniquement des ONG. Il ne faut pas opposer entre guillemets les organisations sociales ou environnementales aux entreprises. C'est pas non plus uniquement le fait du pouvoir public qui n'a pas forcément tous les moyens. C'est aussi le fait des entreprises qui créent de la richesse économique. Et donc 1% de son chiffre d'affaires, on peut choisir de l'attribuer sur une partie de son activité. C'est finalement 0,4 à 0,5%, puisqu'il y a une déductibilité fiscale de 60% des sommes versées en mécénat environnemental, limitée à 0,5% du chiffre d'affaires. C'est simplement 0,5%. Mais ce demi-pourcent que l'on donne, si vous saviez l'effet mobilisateur qu'il a sur vos collaborateurs, sur les parties prenantes externes, sur les communautés qui gravitent de bénévoles, il y en a des milliers, des dizaines de milliers en France qui gravitent autour des ONG, ça donne une fierté d'appartenance, ça donne une énergie profonde, complètement insoupçonnée lorsqu'on l'amorce au départ, qui fait à la fois retourner les montagnes, mais aussi qui donne un petit supplément d'âme à l'entreprise, aux gens qui y travaillent, et une vraie raison d'être engagée finalement. Donc, et ça peut se démultiplier dans n'importe quel domaine. Il faut juste accepter que l'économie peut être également au service d'un intérêt général. Et pour moi, c'est une autre forme d'engagement. Merci. Un plaidoyer convaincant. Donc, l'économie, il y a tout un alignement, ou presque une grande majorité d'entrepreneurs. Et Monsieur Molinier, qui devait être parmi nous, vous prie de l'excuser. Et j'espère qu'on pourra refaire une table ronde l'année prochaine, parce que c'est vraiment quelqu'un d'engagé sous toutes les formes possibles. Donc j'ai 1, 2, 3 entrepreneurs. Frédéric, on peut dire que c'est une entrepreneuse d'ONG, parce que monter une ONG, c'est comme monter une boîte. Et donc, je voudrais qu'on arrive vers un focus sur l'entreprise, parce qu'on a compris que c'était quand même une question centrale. Ces acteurs économiques qui ont compris qu'il fallait s'engager, avoir des modèles responsables, solidaires. Moi, mon travail, c'est de veiller là-dessus, et je peux vous dire que je vois les fondations qui sont en train de se multiplier, des directions de l'engagement, ou bien des gens qui créent des entreprises avec des modèles économiques innovants qui prennent en compte justement la responsabilité qu'elles ont vis-à-vis de l'environnement et des hommes qui les entourent. Et après, il y a un secteur qui m'est particulièrement cher, parce que c'est le mien, qui est l'économie sociale et solidaire. Et pour le coup, là, c'est des entrepreneurs qui sont partis sur un principe de solidarité. Donc, ils ont bâti leur modèle autour de cet engagement. Et Monsieur Itier, est-ce que vous voulez bien nous dire votre regard, parce que vous avez un parcours économique, solidaire et social, et comment vous le voyez, vous, aujourd'hui, ce rapprochement entre l'économie sociale et solidaire, où je pense qu'il y a 5 ans, on avait l'air de hippie, et aujourd'hui, on est très très chic. Et comment vous voyez les grandes entreprises s'engager également ? Je ne sais pas si on était des hippies, j'avais perdu mes cheveux depuis plus longtemps que ça, donc je fais pousser par le bas, en fait, je compense. Nous sommes en fait dans un moment particulier. On le sent dans la société, à la fois auprès des consommateurs, auprès des salariés. Ça a été dit, la quête de sens est désormais vraiment un élément déterminant pour choisir son employeur, la boîte vers qui on va se tourner, particulièrement dans les nouvelles générations, mais pas que. C'est beaucoup les nouvelles générations, mais aussi, moi, je rencontre beaucoup de cadres, de salariés qui, à 55 ans, quittent leur emploi salarié, se disent maintenant, ou quittent leur boîte, disent voilà, moi j'ai entrepris, j'ai beaucoup entrepris. Aujourd'hui, je pourrais encore créer une start-up, encore faire de l'argent, encore peut-être développer des nouvelles initiatives, des nouvelles innovations technologiques ou du nouveau business, et se disent finalement je vais être en rupture et je vais revenir vers le sens et développer autre chose par le biais d'une fondation, par le biais d'une start-up sociale, par le biais les véhicules ne manquent pas, et donc on est à ce moment dans l'histoire de ce pays où ce qui était peut-être sans parler de la longueur des cheveux un peu plus compliqué il y a quelques temps, de voir des acteurs de cette économie sociale et solidaire qui sont en fait des entreprises dont c'est la mission, discuter avec des entreprises à mission,
désormais de plus en plus possible. Ça l'était sans doute moins il y a quelques temps. Donc on est sur ce moment un peu historique dans ce pays où il faut désormais cristalliser cette énergie, parce que c'est pas le tout de faire des tables rondes et se reconnaître finalement dans le partage des valeurs. C'est maintenant quel modèle de société on veut construire en matière de solidarité, d'environnement, d'écologie, en se disant que finalement, désormais, l'intérêt général ou l'intérêt collectif, chacun doit y faire sa part. Ça va de ces 15-18 millions de bénévoles que nous avons en France, ça va des 1,8 million d'associations, des 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais ça vient aussi de tout à chacun, de toutes les organisations, y compris les entreprises. Et moi, je crois très fort, parce que j'ai été président d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs sociaux, dont la baseline est justement de mettre la performance économique au service de l'intérêt général. Et je pense que c'est cette quête, ce point d'équilibre que nous cherchons tous depuis nos histoires, soit plus économiques, soit plus intérêt général. Alors moi, j'étais patron pendant 7 ans d'une association médico-sociale qui a créé un fonds de dotation justement pour amener des entreprises aussi à performer la RSE, à performer cette intuition parfois de j'ai bien compris que je dois embrasser désormais, ou j'ai envie d'embrasser plus exactement, parce que je n'aime pas trop le terme obligation en fait. Je pense que l'engagement, c'est quelque chose qu'on a dans les tripes et dans le sens, et le sens, on ne se l'impose pas. Donc je pense que c'est un principe de liberté, que ça doit être volontaire. Et donc il faut créer les conditions pour que cet engagement se fasse. Et donc moi j'avais créé ce fonds de dotation avec Louis Gallois, qui est un peu la synthèse en termes de personnage public entre le grand patron et l'homme d'État et l'homme d'intérêt général, pour justement travailler sur de l'intelligence collective au service de l'intérêt général, entre eux des entreprises qui avaient leur stratégie commerciale, industrielle assumée, et c'est bien, et c'est normal et c'est nécessaire pour que le pays fonctionne, avec des acteurs de la solidarité, de la coopération, qui doivent aussi veiller à ce que l'ensemble de ce système fonctionne de manière plus vertueuse. Mais c'est ce constat-là que l'on fait. Je pense que, y compris dans les médias, on est à un ras-le-bol ou à une saturation par rapport à un modèle que l'on sait non vertueux, et qu'on essaye tous de trouver un chemin de crête entre cette performance économique qu'il faut assumer, mais également cette envie, cet engagement au service de l'intérêt général. Et donc, aujourd'hui, on voit des choses qui sont en train de bouger très fortement, et nous essayons, alors là je quitte ma casquette d'entrepreneur social pour être entrepreneur public, nous essayons de créer les conditions pour que les choses se fassent de manière plus souple et plus intelligente. Alors ça va de choses extrêmement symboliques. On a beaucoup parlé de la réflexion autour de l'objet social de l'entreprise au travers du code civil et du code du commerce. Donc on est en plein dans le sujet d'actualité, puisque la loi qui va traiter cette question après le rapport Sénart-Nota va sortir dans les prochains jours. Il y a la question aussi de quel cadre nous donnons à la fois entre liberté mais aussi exigence par rapport à ces entreprises qui... ça permettra à Emery d'enchaîner, qui veulent se doter d'une mission. Il faut à la fois donner de la liberté, parce qu'entreprendre, c'est d'abord cette liberté, hein, vous l'avez rappelé, mais en même temps créer les conditions pour que cet engagement soit le plus sincère possible et le plus authentique et efficace. Et là, dans l'efficacité, je pense que ces mondes qui viennent plutôt de l'économie d'intérêt général ou de l'économie dite classique, mais ça ne veut plus rien dire dans les années qui viennent, doivent se parler, doivent collaborer, parce que je pense que c'est de cette synergie qu'on va pouvoir travailler sur un modèle, faire émerger un modèle beaucoup plus vertueux qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez fait ma transition et je vous remercie, mais je vais quand même vous la lire parce que... alors, Emery Jacquiat... Je suis vraiment désolé. Hein, mais, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme je vais conclure, maintenant je vous pourris toute votre transition. Et donc après, on va finir par la finance. Après l'entreprise, il faut des moyens, donc on va parler aussi de finance. Alors après, on parlera de finance, mais ma transition, c'était Emery Jacquiat dit 2 choses qui m'épatent par leur audace, mais être engagé, c'est aussi être audacieux. La première, c'est les entreprises qui réussiront au XXIe siècle seront celles qui seront à mission. Ce qui laisse assez peu de chance finalement à la majorité des entreprises actuelles. Et la deuxième chose, c'est qu'en faisant des petites recherches, j'ai lu que la CAMIF se donnait 25 ans pour battre Ikea. Et du coup, je me suis dit... Voilà. Et je trouve que c'est un peu long, moi, personnellement. Mais...
Et on a beaucoup parlé, et donc hier, Emery, vous avez remporté un prix pour une opération qui est un anti-Black Friday. C'est-à-dire que vous êtes quand même un commerçant en ligne qui a décidé de fermer son site internet à la vente pendant une journée. Donc, non, et vous ne l'avez pas pris tout seul la décision. Et ce que je trouve très beau dans cet engagement, c'est que vous avez réussi à convaincre, embarquer vos actionnaires, vos fournisseurs, vos collaborateurs. Vous avez réussi à séduire, cette idée et vraiment à les rendre, à contaminer tout le monde, à faire un anti-Black Friday. Est-ce que, moi je veux bien que vous moi je connais déjà l'histoire, mais que vous nous racontiez comment vous avez réussi à descendre toute la chaîne de vos parties prenantes autour de cet engagement. Ok, donc d'abord je pense que on peut revenir. Le premier engagement que j'ai pris, c'était en 2009, quand j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Niort. Ça, c'était un gros engagement personnel. Et je salue toujours ma femme qui m'a accompagné, parce que le succès d'un entrepreneur, c'est toute la famille. J'espère qu'il y a des Niortais dans la salle, ça va leur faire plaisir. Oui, mais Niort est une super ville. Je suis le premier ambassadeur de Niort. Et d'ailleurs, justement, il a fallu démontrer que notre projet de relancer la Camif pouvait avoir un impact positif pour Niort, pour le territoire, d'où l'implantation à Niort, mais également l'ouverture d'un centre de relations clients, d'un centre logistique, d'une formation e-commerce. On a recréé à peu près 170 emplois à Niort. Et ça, c'était le premier engagement, parce que pour retrouver la confiance de toutes les parties prenantes, surtout quand vous redémarrez une entreprise qui a connu des difficultés au point de disparaître, il faut d'abord leur montrer que votre projet, il va être positif pour elles, pour réengager les clients, pour réengager les fournisseurs, pour réengager les salariés. Et dans le contexte, à l'époque, en 2008-2009, il y avait la crise financière, et la chute de la Camif avait entraîné celle de Lehman Brothers, donc il n'y avait plus de banquiers pour financer des aventures comme les miennes. Et si on a réussi, c'est aussi grâce au soutien du territoire, parce que quand on s'engage, on a également l'engagement de toutes ces parties prenantes au succès du projet de l'entreprise. Et le territoire, il a garanti 95% de nos emprunts bancaires, sans quoi on ne faisait pas le projet, parce qu'ils ont compris qu'on recréait des emplois sur Niort. Alors, tout ça, c'est une démarche qui a mis du temps, mais je pense qu'une des grandes forces de l'engagement, c'est quand, finalement, au fil de ces actions, on a un projet qui est cohérent, et ça, c'est très important. Donc, on a fait le choix, nous, de relancer la Camif sur la qualité, sur la fabrication française, sur le durable. On a redonné du pouvoir aux consommateurs en étant très transparent sur l'origine des composants. C'est un des premiers critères de choix sur camif.fr. On peut choisir son produit en fonction du lieu de fabrication, chercher un produit, une table, une chaise, un canapé. Vous allez voir qu'il y a encore des fabricants en France. Et nous, on s'engage justement à valoriser ces fabricants, valoriser leur savoir-faire, valoriser le nombre d'emplois qu'il y a sur nos territoires, et à travers lequel, quand vous faites un achat à la Camif, vous contribuez avec un effet multiplicateur de x14 à créer des emplois en France. Donc ça, c'est important. Et comme on est engagé, et que ces 3 premières années de relance de la Camif, on s'est réengagé sur une consommation responsable qui nous semblait être finalement le cœur de notre projet, et qu'à un moment donné, on a voulu aller plus loin qu'aller rechercher les anciens clients de la Camif. Aujourd'hui, 2/3 de nos clients, c'est des nouveaux consommateurs, vraiment engagés justement pour donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Ça fait du sens pour eux. En 2013, on a commencé un travail sur finalement quelle est la raison d'être de la Camif, parce qu'on s'est dit il faut qu'on aille au-delà du périmètre des clients historiques. Donc pour ça, il faut bien qu'on comprenne c'est quoi notre raison d'être. Donc on a travaillé avec les gens de Mines ParisTech pour réfléchir à la mission de l'entreprise. On a décidé de faire ça de manière collaborative. Donc on a mis 2 ans pour pondre 2 phrases qui sont au cœur de la mission de l'entreprise. Et oui, ça fait sourire, je sais, on n'est pas très rapide à la Camif, mais... et ces 2 phrases, c'est de proposer des produits et services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et puis de collaborer, mobiliser tout notre écosystème pour imaginer des nouveaux modèles de production et de consommation, parce qu'on pense qu'il y a tout un monde à réinventer. On passe d'une économie linéaire qui a 100 ans d'optimisation de sa chaîne de valeur, qui a été chercher de plus en plus loin des produits de moins en moins chers, à une économie qui doit être plus circulaire, plus locale, plus inclusive, et c'est le modèle qu'on défend. Et quand on défend ce modèle-là, objectivement, on ne peut pas faire le Black Friday. Voilà. Donc, en mai, on a décidé, en cohérence avec le modèle auquel on croit, de ne pas faire le Black Friday, et ce jour-là, de fermer le site de la Camif,
Donc en septembre, on s'est mis à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire, parce que le site étant fermé, on a décidé d'aller donner une journée de notre temps à des associations qui montrent des modèles alternatifs à la surconsommation, qui montrent qu'on peut réparer son électroménager, qu'on peut rénover ses vieux meubles, qu'on peut recycler, qu'on peut peut-être aussi réduire sa consommation et prendre un peu de recul ce jour en particulier, qui est un peu le syndrome de l'hyperconsommation, qui a des effets néfastes pour votre porte-monnaie, qui ne vous fait pas faire une très bonne affaire parce que vous faites en fait 2%, il y a 2% de remise le jour du Black Friday en réel, analyse de l'UFC Que Choisir, et en plus qui n'est pas bon pour la planète parce que vous achetez des produits dont vous n'avez pas vraiment besoin. Un appareil sur deux que vous achetez pendant le jour du Black Friday, vous avez déjà un appareil qui fonctionne. Bon. Et donc on s'est dit, ça c'est juste pas possible, il faut qu'on s'élève. Alors une semaine avant, je vous cache pas qu'il y avait quelques sueurs qui coulaient de mon front parce que ça n'intéressait personne. Et le succès de l'opération, c'était il fallait qu'on en parle parce que sinon, ça n'avait aucun intérêt. Et donc, tous les journalistes à qui je parlais de cette opération me disaient mais on ne comprend pas pourquoi vous faites ça, expliquez-nous. Et ça n'est que quelques jours avant que inondés dans leur boîte mail de promotion, de prospectus, d'emails sur le Black Friday, qui est devenu un grand n'importe quoi du Black Week, ils ont rappelé, ils ont dit en fait oui c'est vrai, c'est important qu'on parle d'alternatives et qu'on parle d'initiatives comme les vôtres. Donc j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin, une demi-heure le jour J. J'étais un peu angoissé. Et c'était drôle parce que ça a duré une demi-heure l'émission. Et pendant les 10 premières minutes, il était assez sceptique. Et arrive la première coupure pub qui m'a sauvé parce que 100% des spots, c'était pour le Black Friday. Voilà, donc c'est comme ça qu'on obtient l'engagement. C'est par la cohérence de nos actions successives qui fait que, et heureusement on a fait le travail de la mission et donc on avait même été jusqu'à le 17 novembre, c'est-à-dire une semaine avant le Black Friday, inscrire notre mission dans nos statuts. C'est-à-dire qu'on avait eu l'engagement des actionnaires, c'est quand même très important, l'engagement des actionnaires d'être fidèles à cette mission et de tenir compte non pas uniquement d'une recherche de profit à court terme pour l'actionnaire, mais de tenir compte de l'ensemble des parties prenantes et de l'ensemble des enjeux du développement durable. Probablement, si on n'avait pas fait ce travail-là de l'engagement de l'actionnaire, on aurait pu, moi, me reprocher d'avoir pris une décision complètement anti-économique parce que ce jour-là, on a fait un record de 0 de chiffre d'affaires, évidemment. Donc l'engagement, ça appelle d'abord à bien savoir quelle est la mission de l'entreprise. Une fois qu'on a bien réfléchi sa mission, et nous on pense qu'il y a un grand bénéfice à le faire de manière collaborative en interrogeant toutes les parties prenantes de l'entreprise parce que l'entreprise appartient à ses parties prenantes. Il faut loquer l'engagement avec l'engagement des actionnaires autour de oui, je vais avoir un projet et je vais défendre pas que mes intérêts, mais les intérêts de l'entreprise au sens large. C'est l'importance de l'émergence d'un nouveau statut d'entreprise à mission, je pense très important. Et enfin, on ne peut pas dire qu'on a une mission et des engagements sans avoir une évaluation. Alors, vous avez dans la salle pas mal de B Corp. J'ai un petit badge B Corp. Qui est B Corp dans la salle? Levez le doigt. Ok, on est 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Les B Corp, justement, ils travaillent à évaluer l'impact positif de l'entreprise sur l'ensemble des dimensions du développement durable et sur l'ensemble des parties prenantes. Et c'est un référentiel qui est très robuste parce qu'il est international, il est présent dans 52 pays au monde. Il y a 2500 entreprises, je crois, dans le monde qui sont labellisées B Corp et qui est une démarche également de progrès parce que ça structure. Il y a 200 questions, c'est très pénible à faire, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, on va vraiment dans le cœur du modèle de l'entreprise et on s'aperçoit que dans nos décisions au quotidien, dans les décisions de nos collaborateurs, et c'est aussi l'engagement des collaborateurs dans le projet d'entreprise qui est très important, on peut changer les choses. Je vais vous donner un exemple. Une des questions moi, qui m'avait vraiment marqué, c'est est-ce que vous travaillez avec une banque locale? Alors il se trouve qu'on travaille le crédit coopératif à Niort, donc on répond oui, et on attendait nos points, il faut avoir 80 points sur 200 pour être labellisé B Corp, et c'est très compliqué de les avoir, donc je comptais vraiment sur ces petits points-là. Et après l'audit, ils nous disent non, pas de chance, c'est pas une banque locale, il y a des crédits coop partout en France. J'ai dû appeler le banquier et lui demander où était l'argent que vous voyez sur le compte et qu'est-ce qu'il en faisait sur Niort et sur le territoire. Et finalement, on a eu nos points parce qu'effectivement, le crédit coopératif est engagé à Et donc, vous voyez, ça, c'est une petite décision qui paraît anodine, mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on génère dans nos entreprises et où on le place et qu'est-ce qu'on en fait? Ça change radicalement votre contribution. Et donc, aujourd'hui, tous les collaborateurs, ils savent qu'on est une B Corp, ils savent qu'on doit progresser sur B Corp, et quand ils ont un choix de fournisseur, ils vont choisir un fournisseur qui est dans un rayon de moins de 322 km, parce qu'en miles, ça fait 200 miles. Et c'est donc une question pour avoir des points sur B Corp. Et donc, nos serveurs, ils sont hébergés, pas chez Amazon, bien évidemment, mais à Bordeaux. Voilà. Donc,
pas loin de chez nous. Voilà, cette démarche-là, elle est structurante pour le projet d'entreprise et c'est essentiel pour l'entreprise à mission. Pour moi, il y a 4 points clés. Il y a l'expression de la mission, il y a l'engagement des actionnaires, il y a l'évaluation de la mission et l'évaluation avec Bicorp, pour moi, très bon référentiel. Et puis après, il y a aussi une question sur la gouvernance de la mission et la gouvernance de l'engagement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a mis une petite cellulose chez nous, la cellule à l'objet social étendu. C'est un petit clin d'œil pour gouverner la mission de l'entreprise et s'assurer que l'entreprise, cette cellulose, elle est composée de parties prenantes de l'entreprise, donc elle est plus ouverte qu'un conseil d'administration. Elle agit conformément à la mission dont elle s'est dotée. Voilà. Merci. Alors, concernant les médias, ça dépend aussi comment vous leur parlez. En tout cas, nous, chez Carnews, je crois que vous aviez fait des t-shirts et il me semble que Delphine, qui est la super nanny éditoriale de Carnews, avait été en relation parce qu'il y avait un hashtag « On donne tout ». Alors, justement, en parlant de gouvernance et de parties prenantes, on va pouvoir glisser vers la finance responsable. Et je ne sais pas, Aymeric Préaubert, si vous vous définissez comme investisseur responsable ou financeur responsable, et vous n'avez pas de micro aussi. Toujours délicat de se définir comme responsable parce que c'est un peu prétentieux, mais effectivement, si je vais essayer de décrire ce que signifie l'engagement pour une société d'asset management comme Sycomore. On a réfléchi il y a quelques années sur quelle est notre mission, quel est finalement notre axe stratégique majeur. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est devenir la référence en Europe de l'investissement responsable. Alors c'est peut-être ambitieux, c'est ambitieux d'être en Europe, on verra le monde peut-être plus tard, je pense qu'il faut faire les choses par étapes. Parmi les indépendants aujourd'hui, je pense que l'on peut dire que nous sommes la référence parmi les indépendants en France, on souhaite le devenir en Europe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends le point de départ, dans notre métier, je ne sais pas quel est votre degré de familiarité avec la finance en général et l'asset management en particulier, mais de plus en plus, tout le monde ici a entendu parler des ingénieurs qui sont de très très haute qualité, formés en France, Centralien, Polytechnique, etc., qui partent par centaines à Londres, travailler dans des salles de marché. Il n'y a pas que ça, mais c'est assez caractéristique. Ils ont des ordinateurs de plus en plus puissants, des forêts d'écrans, et vous avez certainement entendu parler du high frequency trading, où ce ne sont pas des gérants comme l'équipe de gestion ou moi-même qui prenons des décisions sur des critères objectifs qualitatifs, ce sont des ordinateurs qui, à la milliseconde, décident d'arbitrer. Et très franchement, ça fait 25 ans que je fais de la finance, je pense que ça ne marche pas, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on est dans un monde, dans la finance, d'algorithmes, d'ordinateurs puissants, etc. On a décidé de faire exactement l'inverse. Si vous allez sur notre site, vous verrez que notre baseline, c'est « Human is capital ». Donc, on a compris quelque chose qui est une évidence, c'est qu'une entreprise et toutes les entreprises ont un actif important qui est les personnes créées dans l'entreprise. Ça me paraît être une évidence, mais on commence par des choses très simples. La seconde réflexion qu'on a menée, c'est qu'on m'a appris à l'école, en tout cas à l'école, une fois que je commençais à faire un petit peu d'économie, c'est qu'une entreprise appartient à ses actionnaires et travaille pour maximiser le profit pour ses actionnaires. C'est vrai, une entreprise doit travailler pour ses actionnaires. Et je ne vais pas remettre cela en cause. Mais ce que l'on pense, et on avait parlé il y a quelques années, je passais pour on pouvait passer pour peut-être pas des hippies, mais une attitude complètement surprenante pour des investisseurs. Et on dit de manière très tranquille, je pense que quand on veut convaincre quelqu'un, il faut être très dépassionné, en disant bien sûr qu'une entreprise travaille pour ses actionnaires, mais elle doit travailler également pour ses clients, bon ça la plupart des entreprises le font, mais elle doit également travailler pour ses salariés. Donc ça va donner la notion de partage de la valeur. Bien sûr qu'une partie de la valeur créée doit aller aux actionnaires, il y a une partie qui doit aller aux salariés. Puis une entreprise, et ça c'est une chose à laquelle nous croyons très profondément, une entreprise qui marche bien doit également travailler en établissant une relation harmonieuse avec ses fournisseurs. Puis si on va un tout petit peu plus loin, je rejoins ce que vient de dire Aymeric, qui est un ambassadeur très en pointe sur ce sujet-là, sur la Bicorp et l'entreprise à mission. D'ailleurs, notre conférence annuelle qui s'est tenue en février, au cours de laquelle nous avions invité Emmanuel Faber, qui est un des représentants de Bicorp, le seul dans le CAC 40, en tout cas pour sa filiale américaine. L'idée, c'était l'entreprise à mission. Donc nous, ce que l'on pense, c'est qu'une entreprise, bien sûr, doit avoir un objectif de rentabilité économique. Je ne le répéterai pas parce que c'est une évidence, c'est indispensable. Mais il doit y avoir quelque chose de plus.
Et je pense que les personnes sur cette planète qui travaillent uniquement pour gagner de l'argent, c'est une minorité. Bien sûr qu'il faut, c'est une partie de l'équation, mais c'est pas suffisant. Il faut travailler pour quelque chose d'un petit peu plus, qui a un peu plus de sens. Et notre conviction, parce que nous sommes investisseurs et nous avons un devoir de performance à l'égard de nos clients, c'est de dire qu'évidemment on peut concilier les deux et que même, au contraire, une entreprise qui offre du sens va permettre à long terme, ça ne se jouera pas au trimestre, je ne parle même plus de la milliseconde où là c'est totalement ridicule, mais ça ne sera pas au trimestre, mais à long terme générera plus de performance. Alors de manière concrète, parce que je voudrais quand même expliquer ce que l'on fait concrètement, au-delà de ces objectifs qui sont très, je pense, facilement entendables, et c'est des choses qui me paraissent de bon sens, parce que ce que l'on a fait dès le début, dès que l'on a créé la société en 2001, c'est d'intégrer systématiquement à notre analyse financière, que l'on continue à faire, des critères extra-financiers, qui vont dans des domaines extrêmement variés, qui sont l'analyse de la gouvernance, l'analyse de ce qu'on appelle social, c'est-à-dire comment l'entreprise organise la gestion de ses ressources humaines, la motivation, la responsabilisation, la valorisation des personnes, les aspects environnementaux, comment est pensée la stratégie environnementale, comment est pensée l'évolution vers la stratégie énergétique. Et cette démarche qui est très structurée, que nous menons depuis 2001, nous l'avons structurée au fil du temps. Je pense qu'aujourd'hui, on est mieux organisé. On a une équipe de 22 personnes dans l'équipe de gestion, dont 7 sont exclusivement dédiées à ces sujets-là. Et pour l'ensemble des sociétés que nous analysons, nous mettons ces critères. Comme je ne peux pas dire qu'ils sont plus importants que les critères financiers. Je ne vais pas faire de hiérarchie. Ils sont indispensables. Et comprendre une entreprise, c'est comprendre donc ses aspects financiers, ses aspects extra-financiers. Je le disais en introduction, l'engagement, pour que ça marche, il faut que chacun contribue. C'est-à-dire qu'un consommateur doit penser à acheter un produit qui soit un produit de préférence. Je sais que ce n'est pas facile, mais qui n'a pas traversé la moitié de la planète et qui est vendu 2,50 €. En tout cas, se poser la question, d'où ça vient? Est-ce que je peux avoir la même chose? Donc ça, c'est une démarche très simple, mais que chacun peut faire en tant que consommateur. Les pouvoirs publics ont un rôle très important de définition de normes. En tant qu'investisseur, je me dis, les normes, c'est chiant, ça empêche de gagner de l'argent. C'est important que le régulateur donne des normes, que ce soit des lois sociales, que ce soit de la protection de l'environnement, et c'est son rôle. Et ces normes sont essentielles. Ça doit être, évidemment, les investisseurs. Nous avons une responsabilité puisque nous gérons des montants importants. L'asset management dans le monde, c'est des dizaines de milliers de milliards je ne sais pas si vous m'avez suivi, de dollars. BlackRock, qui est le leader mondial, c'est déjà 6 000 milliards de dollars. Donc on parle de montants qui sont extrêmement importants. Notre responsabilité en tant qu'asset manager à tous les niveaux, c'est de dire nous orientons, nous finançons des projets, des entreprises qui poursuivent un but qui intègre une utilité sociale, qui respectent des règles, par exemple, de gestion des ressources humaines, et c'est notre responsabilité. Et puis c'est également la responsabilité des chefs d'entreprise de mener une stratégie qui correspond. Si tout le monde s'y met, ça change et ça bouge. Et quand nous rencontrons des entreprises aujourd'hui, ce sont des sujets que nous abordons. Nous abordons les sujets financiers, mais nous consacrons du temps et même des rendez-vous exclusivement dédiés à ces aspects-là. Pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long, mais ce sont des sujets qui sont assez vastes, en fait, pour comment un investisseur peut adresser ces thèmes. Nous avons décidé d'aller encore un petit peu plus loin en créant des fonds qui, justement, à notre modeste niveau, personne ne peut sauver la planète tout seul, mais chacun peut faire un petit pas, à mon avis. Nous avons créé des fonds qui permettent d'aller un peu plus vite dans la bonne direction. Je ne suis pas là pour vendre les fonds, et ce n'est pas du tout mon but, mais c'est pour illustrer notre démarche. Le premier fonds s'appelle Écosolutions. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est un fonds qui a pour vocation d'investir dans des sociétés qui vont participer de manière majeure à la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Bien sûr que dans ce fonds, il y aura potentiellement des fabricants d'énergie renouvelable. Ça vient à l'esprit immédiatement, et c'est le cas, et nous pouvons en avoir. Mais c'est beaucoup plus vaste que cela. C'est des entreprises, justement, qui privilégient les circuits courts. C'est bien au-delà de se dire Tesla, c'est vachement bien. Nous ne sommes pas actionnaires de Tesla, juste parce qu'il y a l'effet de mode. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entreprise, c'est une magnifique entreprise, mais il y a aussi d'autres aspects. Mais ce n'est pas simplement Tesla et les fabricants d'éoliennes. C'est un sujet très vaste. Et c'est là où je pense que la démarche est intéressante. On ne voit pas, je parle de l'environnement, les règles d'environnement comme une contrainte, mais comme permettant de faire émerger de nouvelles opportunités de business. Et nous investissons dans ces sociétés qui font ça. Donc nous avons le fonds sur la transition énergétique, un deuxième fonds qui s'appelle Happy at Work,
Alors bien sûr, il y a du marketing dans le nom. On essaye de faire les choses de manière un peu sympa et on a le droit aussi de s'amuser dans la finance. Et Happy at Work, ça veut dire quoi? C'est pas des sociétés dans lesquelles il y a le plus de baby-foot par employé, parce que ça c'est un peu anecdotique et c'est pas comme ça qu'on rend un salarié heureux, même s'il y a un baby-foot au sous-sol chez Sycomore. L'idée, c'est bien plus vaste que distribuer des coca gratuits, et c'est d'avoir des sociétés qui, de manière réelle, importante et sérieuse, motivent, engagent leurs salariés et ont une réelle démarche sur ces sujets qui sont extrêmement compliqués. C'est compliqué de manager des personnes. Happy at Work, nous ne sommes pas non plus des doux rêveurs. C'est dur une entreprise, il faut se lever le matin, c'est pas un club de vacances, mais il y a une différence entre un club de vacances et un environnement de travail absolument insupportable, des luttes de pouvoir, etc. Donc il y a toute cette démarche, et ce fonds est centré sur l'analyse d'entreprises qui, à notre avis, adressent ces problèmes de manière plus avancée que la moyenne, et nous avons là aussi une grille d'analyse pour ce. Puis le dernier exemple, c'est un fonds un peu plus récent qui nous avons transformé, qui s'appelle Sycomore Shared Growth, qui investit dans des entreprises qui produisent des services ou des produits ou des services qui ont un impact sociétal positif. Donc voilà, la démarche, elle est très en amont, en se disant nous sommes des investisseurs qualitatifs, human is capital, nous on ne repose pas sur des ordinateurs, sur des algorithmes. Nous intégrons les critères extra-financiers dans notre analyse pour toutes les entreprises. Nous investissons dans les entreprises avec un angle un petit peu différent, parce qu'on pense qu'à long terme, ça va changer. Et puis pour terminer, aussi, on ne réussit pas tout seul. On a 2 exemples. Sycomore participe à une coalition sur justement le capital humain, qui regroupe 35 sociétés d'asset managers pour plus de, j'ai plus le chiffre, mais on parle de milliers de milliards de dollars, qui justement visent à faire avancer les normes. Et qui dit normes, on parle par exemple là du marché américain, donc la SEC, qui est quand même une entité extrêmement puissante, pour justement inciter les entreprises à mieux faire de reporting sur la façon dont elles gèrent le capital humain, leur donner également plus de contraintes. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, nous faisons partie d'une association sous l'égide des PRI qui incite les entreprises, notamment dans le domaine de la tech, à avoir une fiscalité responsable. Parce que là aussi, il y a un sujet très important. On peut très bien avoir des produits formidables, d'être innovants, peu d'impact sur l'environnement. Si on installe ces filiales aux Bahamas ou en Irlande, j'ai rien contre l'Irlande, mais dans des pays où en gros on ne paye pas d'impôts, on trouve que c'est pas normal. Et en tant qu'investisseur, c'est pas parce qu'on est investisseur qu'on trouve logique que des sociétés de tech payent 3% d'impôts. C'est pas normal. Il faut que le régulateur fasse son boulot, ce qui est en train d'être fait sur les GAFA en Europe, c'est compliqué, c'est en train d'être fait, mais aussi il faut que nous, les investisseurs, nous ayons ça en tête. Donc voilà des exemples très importants d'éléments que nous faisons. Et puis je termine par là parce que c'est pas le plus important, mais je pense qu'il faut s'appliquer à soi-même ce que l'on attend des autres et des entreprises dans lesquelles nous investissons. Donc nous avons également chez Sycomore créé une fondation à notre niveau. Nous essayons de faire des choses qui nous touchent et qui nous sont proches. Et l'objectif de cette fondation est d'établir une passerelle entre le monde de l'entreprise, que nous connaissons bien et que nous pratiquons tous les jours, avec le monde de l'école, en particulier dans des quartiers défavorisés où pour eux une entreprise, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Donc pour les familiariser, leur expliquer ce que c'est, les former, puis également donner dans certains cas une aide financière, parce que nous pouvons le faire. Mais surtout, et je terminerai là-dessus, dans le cadre de cette fondation, nous demandons du temps à nos salariés pour que, c'est normal et c'est très bien et c'est normal de contribuer financièrement si on le peut. Je pense que c'est également très très important de donner un petit peu de son temps et de participer également à ces actions à notre niveau et au niveau de nos salariés et de nos collaborateurs pour des notions d'intérêt général. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais faire une pré-clôture, ce qui n'est pas très traditionnel, mais je voudrais quand même remercier ProDurable pour ces 2 jours très denses. Peut-être l'année prochaine, il en faudra 3. Et peut-être après, on fera une semaine ProDurable. Merci à tous d'être venus pour nos échanges préparatoires, ce que vous nous avez apporté comme information et comme... espérance, durabilité aujourd'hui, c'est vraiment. Je suis contente de finir ces 2 jours sur une note aussi positive. Et je vais laisser le micro parce qu'en fait, vous êtes certainement plus venus pour écouter sa clôture de plénière que la mienne à notre haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Merci de me mettre un peu la pression.
C'est plutôt sympa d'applaudir avant l'intervention. Ça, au moins, ça engage à rien. C'est ça aussi la bienveillance, en fait. C'est un peu. Moi, j'ai pas envie de clôturer parce que, en fait, c'est plutôt tracer des perspectives parce là, on est qu'au début d'une histoire en fait qui est en train de s'écrire collectivement. Et je pense qu'effectivement, c'est d'abord extrêmement réjouissant et positif de se dire qu'il y a cette énergie qui émane aujourd'hui dans ce pays et de différents points du paysage économique, social et sociétal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a. Alors moi aussi, je vais vendre ma soupe, mon cher Emery, parce que je vois que tu as sorti ton badge. Donc moi, je vais sortir le mien. Alors tu vois, il est un peu plus roots, hein, parce qu'on est qu'au début de l'aventure. Mais on a créé une bannière parce que je vois que ma chef de cab me fait des grands yeux depuis tout à l'heure en me disant non, j'ai cru que c'était mon pacemaker qui déconnait, mais en fait non, elle voulait juste que je m'étiquette. Donc voilà, donc là je suis brandé French Impact puisqu'on a souhaité de prendre une initiative au niveau du gouvernement, une initiative qu'on veut collective et qu'on veut partager avec le plus grand nombre, de lancer cette marque, cette bannière des acteurs de l'innovation et de l'impact social et environnemental. Et là, quelque part, qu'il soit encore une fois de l'économie sociale solidaire, des entreprises à mission, de fonds, de journaux. J'étais avec des acteurs de la Civic Tech aussi qui sont dans l'innovation démocratique, qui sont aussi dans l'impact en matière de retour d'un certain nombre de citoyens dans le débat public. Notre idée, c'est de dire que finalement, c'est un talent français et c'est aussi surtout un levier de la transformation et de la compétitivité de ce pays. Et que donc, aux côtés de la French Tech, qu'on ne présente plus, de la French Fab, qu'on va continuer de présenter, il y a désormais le French Impact qui doit, nous l'espérons en tout cas, réunir l'ensemble de ces énergies pour que non seulement lui donner de la visibilité, démontrer son pouvoir de transformation dans les entreprises, dans la société, dans l'ensemble de nos communs, mais aussi y mettre de la performance, parce que aussi on a sans doute à apprendre beaucoup les uns des autres. On a beaucoup fonctionné en silo. Et moi qui viens du monde de cette économie sociale et solidaire, alors avant j'étais chez Deloitte, donc j'ai été de côté obscur de la force. Et puis là je suis en résilience en fait, je suis en train de me racheter, de renouer avec mon karma. Mais je plaisante, je me suis vraiment éclaté chez Deloitte. Si jamais il y a des anciens collègues de chez Deloitte, je voudrais surtout pas qu'ils me crèvent les pneus surtout que c'est pas ma voiture, donc ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà, se dire que voilà, ces mondes qui soit s'ignoraient, soit se méconnaissaient, finissent par partager ce point de convergence finalement on doit chacun faire sa part. Je pense que c'est extrêmement réjouissant et nous les pouvoirs publics dans cet esprit-là, ce qu'on doit être, c'est d'être un État non pas providence mais pépinière, c'est-à-dire qu'on doit aider chacun à pouvoir depuis son monde, depuis sa propre logique individuelle et collective, participer à cette trajectoire qu'on essaie de trouver, ce chemin de crête, hein, parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution, qui doit effectivement réconcilier performance économique et intérêt général ou intérêt collectif. Et donc c'est cette bannière là, que je souhaite. Vous pouvez aussi adhérer à Bicorp. Enfin, on peut faire les doubles adhésions. Il n'y a pas de sujet. Alors nous, on n'a pas de questions. Par contre, c'est beaucoup plus simple. Hein. Je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 critères à remplir. Donc c'est beaucoup plus simple que ce Bicorp. L'idée, c'est vraiment d'adhérer à cette ambition et de faire en sorte qu'elle soit mieux valorisée. Et si on a pris le vocable French Impact, pardon, c'est non seulement parce que on pense que c'est un levier de performance et de transformation de notre pays, mais c'est aussi sa vocation aussi à exporter, à une vocation internationale, parce que demain, quand on va en Europe, d'abord les partenaires européens attendent beaucoup de la France sur ce volet. Que nous soyons en Europe ou que nous soyons à l'international, nous avons aussi à exporter ce talent, cette capacité, cette technicité, cette expertise que nous avons développée au service de l'intérêt général, parce que nous sommes un pays qui a ça dans les gènes. On parle souvent des Français comme des râleurs, on parle beaucoup de l'économie du luxe ou de la gastronomie. Je reviens de Lyon, donc je sais ce que c'est la gastronomie. En fait, j'ai pas trop goûté, j'ai pas fait un seul repas à Lyon, donc j'étais plutôt à la diète, j'étais dans le disruptif. Mais donc on parle beaucoup de ces talents économiques, de ces talents français, on parle beaucoup de cette capacité, de cette économie de la French Tech, de l'innovation technologique. Je pense que l'innovation sociale, l'impact environnemental, c'est un puissant levier de transformation de notre société. Et moi, je suis ravi qu'on ait ce débat aujourd'hui. Je suis ravi qu'il s'achève aussi parce qu'il fait un peu chaud quand même sous ces projecteurs. On commence un peu à tout se liquéfier. Mais, et je remercie d'ailleurs la régie d'avoir boosté à un moment donné la lumière. Mais en tout cas, voilà.
pour finir sur cette petite note, mais en tout cas, moi, je suis vraiment ravi et je souhaite vraiment qu'on partage encore cette ambition et qu'on vraiment ça soit désormais un vrai atout pour ce pays. Merci. Alors nous clôturons nos 2 jours de Pro Durable donc sur ces magnifiques exemples d'engagement. On a tous envie de partir derrière vous, de vous imiter. Merci à vous tous, venus très nombreux, passer ces 2 jours avec nous. Merci Monsieur le Haut-Commissaire, merci à vous tous. Hier, je crois que c'était l'anniversaire de la mort de Martin Luther King. Et c'est ça ? C'était ses 50 ans. Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'on l'a évoqué hier, mais on peut le redire aujourd'hui. I have a dream. Et ce rêve, eh bien, serait que toutes les entreprises soient à l'image de celles que nous avons réunies ce soir, parce qu'elles portent toutes, effectivement, une vision, une mission qui est exaltante et qu'on a vraiment tous envie de poursuivre. Vous allez devenir nos modèles. Toutes les sociétés financières, on a envie qu'elles soient comme Sycomore et tous les investisseurs devraient être comme Sycomore, tous les journalistes comme celles qui nous ont accompagnés ce soir et tous les entrepreneurs comme Camif et Léa Nature. Merci à vous tous. J'espère que vous avez passé 2 jours agréables en notre compagnie, instructifs et inspirants. Merci. À l'année prochaine.